Extrêmement ravi d'être parmi vous. C'est une gageure de parler après des choses aussi importantes qui ont été dites et vraiment je félicite tout le travail à la fois médical, politique qui est fait au Maroc. Je vais vous emmener sur une problématique qui est en fait beaucoup plus au quotidien qu'on l'imagine, en commençant par vous interpeller. Donc parmi les situations suivantes, lesquelles requièrent une endoscopie d'extraction en urgence à votre avis? Un enfant qui a une boule de cheveux coincée dans l'estomac, un enfant qui a une pièce de 2 € dans l'estomac, bon, évidemment ça peut rapporter gros, 4 ans, une pile plate dans le grêle, Damien, 3 ans, 2 aimants dans l'estomac, et Étienne, 2 ans, gestion d'une fève de galette des rois, mais ça le fait baver, et manifestement, il ne peut pas manger la suite. Alors on va répondre au fur et à mesure, mais vous comprenez quelle a été ma surprise quand on m'appelle des urgences en me disant « Marc, il faut absolument que tu descendes aux urgences, faire une extraction parce qu'il y a un enfant et qu'il ne peut plus rentrer chez lui. » Je lui dis en quoi vais-je lui être utile? Et en fait, il avait une clé autour du cou qu'il avait un peu mâchonné, tant qu'il était avalé. Sa mère était infirmière de nuit et on m'a dit, bah voilà, il rentre pas, ou sinon, et elle est en réanimation, elle peut absolument pas sortir sa maman. Donc, il a fallu effectivement que je m'astreigne. Ça a été beaucoup plus difficile quand c'est le veto de garde qui m'a dit exactement la même chose, en disant oui. Il y a un jeune couple qui est vraiment très embêté parce qu'ils n'ont pas le double de leur clé. Alors, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi un veto m'interpellait à ce sujet. Et en fait, effectivement, c'était le chien qui l'avait ingéré. Et il me demandait si, vu la difficulté pour lui d'intubation, si je pouvais aider à cette extraction du trousseau qu'on a réussi à enlever. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'estomac du chien est celui qui ressemble le plus à l'estomac d'un adulte ou d'un enfant avec celui du cochon. Cet enfant-là arrive, il n'arrive pas à avaler, etc. Et on me dit oui, il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose. Et il avait une stase. Et donc, je me suis dit, mais comment il a avalé un trombone quand même? Parce que c'est quand même difficile. Et que ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'en fait, il avait avalé le dentier du grand-père qui, lui, au fil du coup, avait du mal aussi à avaler pour les raisons que vous imaginez. Autrement dit, ils avalent un peu n'importe quoi. Cette jeune fille était en train, au téléphone, de manger un yaourt quand son père rentre bruyamment dans la chambre, l'interpellant sur le forfait qu'elle ne payait pas en disant « J'en ai marre !» Et à ce moment-là, elle avait la cuillère qui était en bascule et clac, elle s'étouffe complètement. Elle va aux urgences ORL et l'ORL essaye de retirer la cuillère et à ce moment-là, il la lâche par faute de prise. Et à 1 h du matin, on m'appelle en me disant « Voilà, il y a une cuillère qui est dans le ventre d'une jeune fille, est-ce que tu peux pas aller la retirer ?» Je lui ai dit « Dans le ventre, mais où exactement ?» Il me dit « Je sais pas, mais elle est partie. » Je lui ai dit « Bon... Et à ce moment-là, tout le monde me dit comment tu vas faire pour l'enlever. Alors j'ai eu une expérience assez modeste dans l'extraction de cuillères, ce qui n'est pas le cas des gastro-entérologues d'adultes, parce que vous savez que ceux qui sont dans un univers carcéral, la seule manière pour eux d'aller facilement à l'infirmerie, c'est d'avaler des couteaux en particulier. Et donc voilà, alors le radiologue de garde m'a fait une interprétation extrêmement pragmatique et factuelle. Il me dit cuillère se projetant probablement dans l'estomac. Bon. Et puis il me dit fécalome. Genre pendant que tu y es, si tu peux pas lui extraire en même temps, comme ça au moins ça va être un peu plus facile. Bon. Toujours est-il que prendre la cuillère, ça a été difficile, peu importe la technique avec une pince de polypectomie. Le plus dur, ça a été évidemment de passer la bouche ésophagienne
Et donc là, j'ai demandé à l'anesthésiste, pour ceux qui font de l'endoscopie, hein, pour l'extraction de gros corps étrangers, je vous rappelle qu'il faut intuber l'enfant et il faut les curariser de manière profonde pour après arriver à tordre la cuillère au niveau de la bouche ésophagienne pour arriver à la sortir. Ce n'était pas une cuillère à dessert, hein, c'était une vraie cuillère. Donc ça a été, on n'a jamais vu autant de monde le soir dans un bloc d'endoscopie que ce jour-là. Peu importe, cet enfant, je la suis maintenant pour difficultés alimentaires parce qu'elle a généré par la suite, vu cette inquiétude qu'elle a eue au niveau de cette ingestion, des difficultés. Elle ne mange plus que du lisse. C'est moi qui prends la photo. Et tu sais que je maîtrise modestement le selfie. Hein. Cette jeune fille a mal au ventre, une plage d'alopécie et un trichobézoar. Un trichobézoar, vous voyez, qui rentre complètement dans le pylore. Vous voyez, on voit très bien, on a l'impression que l'estomac est enceint du bézoar. Extraction qui peut se faire quand le bézoar... le trichobézoar est modeste. Quand il est important, on ne peut pas. Et il faut appeler le chirurgien. Sachez que les trichobézoars importants sont d'extraction chirurgicale. Ne faites pas comme ça m'est arrivé et j'ai été la risée de mon maître Jean-François Mougenot puisque j'ai essayé d'extraire, sauf que j'y arrivais pas et la pince du tout était coincé dans le bloc de cheveux et donc je ne pouvais plus enlever l'endoscope, ni l'enlever, ni l'avancer, ni retirer le bloc de cheveux et donc on était du bloc de jour voilà, au bloc où le chirurgien a fait la gastrotomie pour arriver à libérer l'endoscope et à enlever la boule de cheveux. Mais bon, évidemment, tout le monde a appelé hein, en disant oui, il y a Marc qui va faire un étage avec un enfant qui est endormi, l'endoscope encore dans la bouche, parce qu'il faut quand même hein, enlever la colonne, etc. Donc, j'ai jamais vu autant de collègues pendant cette période-là pour affirmer le côté très, très péjoratif. Donc, ne faites pas comme moi un trichobézoar. Véritablement, il faut essayer, quand il est de grand volume, de ne pas le retirer endoscopiquement, surtout quand c'est fait avec des faux cheveux ou des rajouts de cheveux. Comme vous voyez, ça peut s'invaginer, ça peut donner des choses tout à fait monstrueuses. Le syndrome de Rapunzel, c'est un bézoar qui s'étend de l'estomac jusque dans le fond de l'intestin grêle jusqu'au côlon. Et moi, je cherchais ce que c'est le syndrome de Rapunzel quand une de mes externes d'origine germanique me dit « Mais c'est Rapunzel !» J'ai dit « Ah bon, mais je ne le connais pas, c'est un médecin célèbre ?» Elle me dit « Non, non, pas du tout, c'est l'histoire de Ray Ponce. » Et c'est pour ça que ce syndrome s'appelle le syndrome de Rapunzel. Tout le monde connaît. Une déglobulisation. Et ce qu'il faut voir, c'est pas tellement cet ulcère, vous voyez, c'est que cet ulcère est secondaire à ce bézoar. Impossible d'enlever ça. Hein. Donc, je l'ai fractionné avec un laser, peu importe, hein, on ne va pas rentrer dans la technique. Hein. J'ai fait une sorte de découpage pour essayer petit à petit d'enlever ce bézoar qui était extrêmement difficile et comme vous voyez il frottait hein, et donnait donc cet ulcère, donc il fallait l'en débarrasser. Vous imaginez l'estomac vient avec nous, hein, l'ésophage sans vagine, on n'y arrive pas. Hein. Donc ça a été à peu près 3 heures de procédure pour arriver à couper, fractionner et enlever petit à petit. Toujours est-il qu'on se demandait mais c'est quoi cette boule de pierre là? Et en faisant la visite le lendemain, je passe et je dis à la petite, mais tu manges des choses particulières ma petite, 4 ans, et le père, et puis à un moment, alors qu'elle avait les mains en bouche, elle dit, mais t'aimes bien les coquilles.
Alors tout le monde a dit quoi? J'aime bien les cocus. Alors elle a enlevé la bouche, j'ai dit, qu'est-ce que t'aimes bien? Les kakis. Alors je dis, c'est quoi ça les kakis? Et, et donc les kakis, et le père dit, ah oui, oui, ah ça, je lui fais 2-3 fois par semaine des kakis, elle aime bien les kakis. Alors bon, vous connaissez les kakis? Bien sûr. Voilà, eh bien les kakis, alors si vous les épluchez, bien vous en prennent, hein, mais si vous les épluchez incorrectement, c'est les éléments végétaux qui sont les plus à même de donner des bézoars, tant et si bien qu'en terminologie médicale, on appelle ça les diospirobézoars. Et donc, je vous engage à, surtout chez les enfants de moins de 8 ans, parce que c'est là où les bézoars sont les plus fréquents, eh bien, d'éviter de donner des kakis qui sont crus et surtout qui sont mal pelés, puisqu'il y a toujours un petit peu de peau qui est résiduelle et qui frotte et qui rend, mais vraiment, j'avais l'impression d'être dans de la pierre, hein. Et à mon grand étonnement, j'ai vu que dans 2 carnets de santé, un, comment dirais-je, en Turquie et l'autre en Israël, eh bien, ils recommandent, dans le carnet de santé, de ne pas faire manger plus de 2 fois par semaine les kakis aux enfants, justement pour les risques, ils disent, de concrétion digestive. Donc j'ai trouvé ça amusant. En tout cas, le kaki, ça va, mais enfin, pas trop souvent, et on les pèle le maximum. Mais enfin, le corps étranger, le plus souvent, quand les enfants arrivent après un mariage heureux, hein, on ne s'imagine pas qu'ils sont capables de manger n'importe quoi. Le premier cas rapporté, c'est ce grand roi prusse qui avait accidentellement mangé la boucle de sa chaussure. Et c'est sûr que quand les enfants arrivent, on a l'impression que bon, ils sont on-off. Et d'ailleurs, hein, je vous rappelle hein, que c'est bon, l'exploration du monde extérieur et mettre à la bouche, hein, c'est quelque chose qu'il faut encourager, bien évidemment. Toujours est-il que on se retrouve avec des fois, docteur, il nous a pris les bijoux de famille, moi qui avais une expression différente dans la bouche et dans l'oreille, j'étais un petit peu perturbé. Quand on arrive et qu'on voit quelqu'un qui vous fait... On se dit, mais il se moque de nous. En fait, il avait avalé un pin, ce petit. Toujours est-il que faire devant des corps étrangers? Beaucoup de recommandations. Et on va essayer d'être extrêmement pragmatique parce qu'il y a plusieurs éléments cliniques qui vont nous permettre de bien agir. Premièrement, un enfant symptomatique, c'est-à-dire qui a une stase salivaire et qui a une douleur, si c'est suite à un corps étranger, on sait qu'on a 2 heures pour l'enlever sans risque de problème. Au-delà de 2 heures chez un enfant symptomatique avec un corps étranger dans l'ésophage, il y a un risque de médiastinite. La médiastinite, c'est pas anodin, bien évidemment. Donc, vous connaissez bien tous ces symptômes, je n'insiste pas. Il faut que vous ayez bien en tête la différence entre quelque chose qui est rond et éventuellement un petit peu crénelé et quelque chose qui est rond et qui est un petit peu en double contour. Vous voyez ici, je ne connais pas bien les pièces marocaines, mais les pièces européennes sont toujours un tout petit peu crémelées. Si en tout cas, et ça c'est ubiquitaire et c'est mondial, et ça fait partie des engagements de toutes les sociétés de faire ce type de pile, c'est le double contour. D'accord? Donc si vous voyez un double contour, c'est une pile. Et si c'est une pile, c'est dangereux. Et donc il y a eu une recommandation HAS cette année sur que faire devant l'ingestion d'une pile. C'est les piles boutons, vous savez, qu'il y a dans tous les jeux, dans toutes les zapettes. On ne parle plus hein, de piles bâtons, hein, c'est vraiment des piles boutons. Ok? Donc, les piles boutons, c'est ce qu'il y a vraiment de pire. Et maintenant que vous savez les reconnaître, d'accord, il faut savoir que
en fait, dès 2 heures, il y a des lésions sévères possibles, 4 heures, des risques d'ulcération, 6 heures, risque de perforation. C'est juste pour, sans vous mettre la pression, vous dire qu'une pile qui est bloquée dans l'ésophage, faut y aller. Faut y aller, ou sinon, ça brûle. D'accord? Cet enfant-là a eu des séquelles par la suite. Cet enfant-là également. Regardez. Tout ça, c'est de la nécrose ésophagienne. D'accord? Donc, il faut extraire les piles. Ici, on l'a enlevé au bout de 1h15. Regardez, il y avait déjà des bouts de muqueuse qui étaient accrochés à la pile. Autrement dit, il faut faire attention. Ici, cet enfant-là, après 4 heures devant de la fièvre et des douleurs, il a eu un scanner. Regardez ici, l'ésophage est là. Hein. Regardez comment ça fuse par derrière. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Ici, on a l'os. Autrement dit, cet enfant-là, on l'aurait laissé un peu, il faisait la spondylodicite cervicale. D'accord? Et c'est des choses qui sont publiées. Hein? Spondylodicite cervicale après ingestion de piles. Autrement dit, on est embêté. Le seul qu'on a perdu dans la région parisienne, malheureusement, c'était quand la pile était adossée à la crosse de l'aorte. Et donc, il y a eu une hémorragie qui a fait qu'on n'a pas récupéré l'enfant. C'était il y a 3 ans. Toujours est-il que quand c'est une pile ésophagienne ou ORL, il faut faire attention. Rassurez-vous, je ne vais pas vous détailler l'algorithme. De toute façon, vous tapez sur Google Rocco HAS pile et vous avez l'ensemble. C'est en accès libre et vous avez exactement tout ce qu'il faut faire en fonction de la localisation de la pile. D'un point de vue très très schématique, dès qu'elle est dans l'ésophage, il faut y aller. Quand elle est dans l'estomac, à ce moment-là, on peut se permettre de la laisser 1 ou 2 jours. Et quand elle est dans l'intestin, on la traque. Pourquoi? Parce qu'à Reims, on a perdu un enfant l'année dernière, à Besançon il y a 2 ans, parce que on a dit, bon, la pile est passée, c'est bon, sauf qu'il y en a une qui a perforé dans le côlon et l'autre qui a perforé dans le grêle parce qu'on avait laissé l'enfant repartir chez eux. Donc on fait un abdomen sans préparation régulièrement pour suivre le cheminement de la pile. En sachant que même si on donne un régime riche en fibres et qu'on donne du macrogol, il n'a pas été démontré qu'on accélère la progression de celle-ci. Et c'est là où le point est important. C'est qu'il a été par 4 études démontré que si vous avez un enfant qui ingère une pile de manière formelle, hein, la mère elle a vu, il a pris la pile, d'accord? Vous avez, alors je ne sais pas si vous connaissez le sucralfate, Kéa, l'Ulcar, quelque chose comme ça, mais par contre du miel, je sais que vous en avez, d'accord? Et donc 10 ml de miel en 10 minutes à renouveler sans dépasser 6 doses, s'il vous plaît. Il mange une pile tout de suite, schlock. Et regardez, si on donne rien du tout, regardez le trou que ça fait, d'accord? Si on donne le miel, on a juste une petite éraflure. Et le sucralfate ou Ulcar, c'est encore mieux, bien évidemment. Parce que le plus souvent, et on va le voir quand on va faire les caustiques, on dit surtout ne rien donner à boire, ne rien donner à manger. Ben là, c'est faux pour les caustiques. D'accord? De toute façon, l'enfant va être intubé, il n'y a pas de problème. Si au niveau anesthésique, l'endoscopiste ne va pas être gêné par cela. Je vous en conjure, on peut sauver des enfants parce que je ne sais pas quel est votre accès à l'endoscopie où que vous soyez, mais ça peut sauver des enfants. D'accord? Donc ça, c'est des recommandations, c'est publié, c'est accessible. Je vous en conjure. Pour ceux qui êtes là, intégrez-le. Pour ceux qui ne le sont pas, faites-en part à vos collègues. Donc, miel et Ulcar avant d'arriver à l'endoscopie. Après, on a dit, hein, l'ésophage, on y va. L'estomac, on a éventuellement 2 jours pour éviter que ça passe. Le deuxième message,
et après je vais m'arrêter peut-être, c'est le problème des jeunes filles qui, quand elles mettent le foulard, mettent l'épingle souvent dans la bouche en attendant, et parfois elles avalent l'épingle. Alors pendant longtemps on a dit bon bah ça va, elles avalent l'épingle, c'est bon, hein, elles avalent l'épingle. Hein. Sauf que, je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. On peut lancer la vidéo. Voilà, je voudrais juste vous montrer de l'intérieur ce que ça donne. Parce que avec l'énergie cinétique, l'épingle a fait schtonk, comme ça. Vous voyez? D'accord? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le pylore, hein, rassurez-vous. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a derrière, à la fois, des éléments qui sont hépatobiliaires et on a le pancréas. Et donc, on a eu sur 10 ingestions accidentelles d'aiguilles, on a eu 4 pancréatites aiguës, hein, avec des enfants pas bien. Hein. Autrement dit, une aiguille, on fait attention, mais le mieux évidemment, c'est quoi? C'est la prévention. Hein. Il faut trouver un système pour que elle ne mette pas ça dans la bouche, quoi. Donc il faut trouver une technique. Je compte sur vous, mesdames, je compte sur vous, messieurs, pour arriver à faire ça. Évidemment, l'autre message, puisque j'ai dépassé le temps, je ne vais pas aller plus loin, c'est les aimants. D'accord ? Il y a plein de jeux avec les aimants. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un peu comme pour l'alcool, c'est-à-dire qu'un aimant, ça va, 2, bonjour les dégâts, et quand un aimant retrouve un autre aimant, ça fait des perforations. Pourquoi? Parce qu'il y a un aimant qui est dans un tube digestif et l'autre, il est dans le segment à côté. Regardez le trou que ça a fait. Alors, juste, je vais finir avec cette histoire. Bastien, 7 ans, il ingère un aimant. Et pourquoi? Parce que son grand frère, il joue à ce jeu-là. Je l'ai fait pour Robert Cluster, c'est quand même sympa comme jeu. Hein, c'est-à-dire celui qui perd, il a le Covid. Eh bien, sur le cluster, il a perdu et son frère lui a dit « T'as perdu, tu manges l'aimant. » Et comme il était là, et pof, il a mangé l'aimant. Et donc il va aux urgences, parce que la mère, évidemment, elle a tué le grand frère et elle a amené le petit frère aux urgences. Et on m'appelle et il appelle le chef de clinique. Et le chef de clinique me dit un aimant, Marc, c'est bon. Hein. Je lui dis non, un aimant, ça va. 2, bonjour les dégâts. Il me dit ouais, j'ai rassuré, je vais le faire rentrer chez lui. Et le soir, il rentre, cet enfant, avec la nécrose intestinale. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nécrose quand même, hein. D'accord? J'ai dit, mais il avait qu'un aimant. Et en fait, il avait cette crapule, une ceinture avec un bouton magnétique, enfin, le truc magnétique là. Et donc, c'était de là où il y a eu l'adéquation. Et donc, l'idée, c'est que c'est un aimant, ou 2 aimants, oui, ou un aimant plus un métal. Il faut faire l'endoscopie aux urgences. J'avais encore une centaine de diapositives à vous montrer, mais évidemment, je vous laisse. Au revoir. Merci Marc. Je vais poser une question sur juste les pièces de monnaie qui sont dans l'œsophage. Avant, on faisait une injection de glucagon. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Là, il y a eu l'étude qui a été faite, donc, qui montre que les résultats ne sont pas statistiquement significatifs, mais qu'il y a un intérêt. Donc c'est vrai que quand on donne pour un enfant de moins de 2 ans, une demi-ampoule de glucagon, pour un enfant de plus de 2 ans, une ampoule de glucagon, ça accélère un peu la motricité, les pièces peuvent tomber. L'autre manière de faire, qu'avec Patrick, on aimait bien quand on était d'urgence pour éviter de se déplacer en pleine nuit, c'est de prendre une sonde de Salem, une grosse sonde, ouais, et de pousser. Et à ce moment-là, si jamais la pièce est dans le tiers inférieur, on arrive à la pousser dans l'estomac. Quand une pièce est dans l'estomac, c'est gagné. Hein. Elle peut rester 2 mois sans avoir de problème particulier. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, dans la salle?
Tu les as fatigués, Marc. Non, je les ai intéressés. L'histoire du miel, c'est important quand même. Pour le dire de manière mielleuse, c'est... Merci pour cet excellent exposé, ce petit voyage à travers les intestins. Je te remercie et donc à demain pour tout le monde.